Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de l'actualité de ce mardi matin. Le nombre de cas de progression en RDC. La maladie est déjà dans une phase aiguë avec plus de 2800 cas détectés chaque semaine. Les provinces de la Chopo, Sud-Kivu, Kinshasa gardent la tête des provinces les plus touchées et le taux de létalité est passé aussi de 2 à 4%. Tous ces chiffres alarmants à suivre au début de ce journal. Également, au sommaire de votre secteur, un affrontement à tir à balles réelles entre le jeune civique avéré au drame dans la commune de Matete. Un enfant de 4 ans, Alexandra, a été touché le dimanche dernier par une balle perdue pendant son sommeil. La scène s'est produite plus précisément au quartier des Bonhommes. Hier lundi, la victime a été évacuée en urgence à Lubumbashi pour une intervention chirurgicale. Le détail à suivre dans un instant. Et enfin, des milliers de miliciens viennent détourner les dos aux groupes armés dans la province du Tanganyika. 5000 ex-combattants issus du groupe Bakata Katanga et autres vont bientôt être démobilisés, réintégrer leur communauté. Une cartographie sur leur démobilisation et réinsertion sociale est encore en plein chantier. Elle est en train d'être élaborée par le PDD RCS et la 22e brigade de réaction rapide. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. Tout d'abord, cette nouvelle, une grande croisade des prières aura lieu à Kinshasa dans le prochain jour. Ce méga-culte sera organisé par un pasteur américain soutenu par le réseau des leaders religieux influents de l'Afrique dont fait partie la RDC l'Ouganda. Les sujets étaient au menu de l'audience que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a accordé hier lundi dans la soirée au pasteur ougandais Robert Kayaja, l'un des membres du réseau. Plus de précisions dans nos prochaines éditions avec Blandine Nzovo. Je le dis au sommaire, le nombre des cas de l'épidémie de choléra en forte progression en RDC. La maladie est déjà dans une phase aiguë avec plus de 2800 cas détectés chaque semaine. Les provinces de la Chopo, Sud-Kivu, Kinshasa gardent la tête des provinces les plus touchées. Le taux de létalité est aussi passé de 2 à 4%. Des chiffres alarmants rendus publics hier lors de la réunion des crises présidée par le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba. D'autres détails avec Robert Ndaichi-Sensei. La République démocratique du Congo fait face à la montée vertigineuse de l'épidémie du choléra qui affecte à ce jour 17 provinces du pays, avec une augmentation des cas qui est passée de 1500 à 2855 cas à la 27e semaine. Selon le 14 juillet 2025, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a présidé une réunion hebdomadaire pour faire le point sur la situation actuelle et évaluer les mesures de prise en charge mises en place. À la semaine 27, on a noté une augmentation des cas parce que la semaine 27, 2085 cas ont été notifiés comparativement à 1757 cas au cours de la semaine 26. Et nous avons toujours la province de la Chopo qui est toujours en tête de notification avec presque près de la moitié des cas, suivi du Sud Kivu et de Kinshasa. Et au niveau de Kinshasa, où l'épidémie progresse, on est à 27 zones qui sont touchées et la létalité au niveau du pays, c'est autour de 4%, et ce qui est vraiment largement supérieur au-dessus des normes recommandées. Cette réunion a souligné l'importance d'une réponse rapide et coordonnée face à l'épidémie du choléra qui monte d'une manière exponentielle. Les participants ont convenu de la nécessité d'intensifier les efforts de prévention et de traitement. Et puis, cette épidémie de choléra suscite de nombreuses inquiétudes au sein de la population. La crainte d'une contamination rapide prédomine. Quelques personnes interrogées dans la rue maîtrisent des mesures préventives, mais déplorent une faible sensibilisation du gouvernement congolais sur le terrain pour alerter la population du danger. Diane Balakambombo les a rencontrés. Avec plus de 33 500 cas enregistrés et une vingtaine de décès signalés à travers le pays, l'épidémie de choléra continue de faire des ravages en RDC. Pourtant, une question cruciale
Demeure, la population est-elle consciente de la gravité de cette maladie diarrhéique mortelle? J'ai connu la maladie choléra, ça ravage vraiment en RDC, surtout dans des milieux un peu reculés. Même ici, on est à Kinshasa. Oui, d'abord, c'est une maladie de main sale au départ. Et aussi, cette maladie, ça donne la mort. Voilà. Alors, pour nous, pour vraiment nous écarter de ce genre de maladies, on doit d'abord arranger la ville. Vous l'avez remarqué que la ville de Kinshasa est trop sale. Et hormis ça, on doit aussi éviter des contacts de baume de main. Une maladie qui est un peu transmissible. Nous devons laver nos mains régulièrement et être patients quand nous préparons. Laver les mains régulièrement et surtout choisir un bon environnement auquel nous vivons. Il y a tout de même quelques personnes qui observent à leur manière certaines règles d'hygiène. Personnellement, j'emballe toujours mes pastèques pour éviter que les mouches ne s'y posent. C'est une question d'hygiène, mais aussi de respect pour les clients. Nous devons tous faire un effort pour bien protéger les aliments. Bien que conscients du risque, nombreux sont les Quinois qui se comportent comme si de rien n'était, d'où l'importance de la sensibilisation. Oui, parce qu'à Kinshasa, moi je me dis, le ministère de la Santé n'a pas fait une campagne de sensibilisation contre ces maladies-là. Il y a les cas qui se trouvent à Kinshasa où les gens meurent déjà et nous les Quinois, on ne sait pas que ça c'est le choléra. Le gouvernement doit sensibiliser la population. Pour éviter de se faire contaminer par les vibrio choléra, il faut observer les règles d'hygiène élémentaires telles que se laver correctement les mains, surtout après avoir été à sel. La diarrhée, les vomissements et la déshydratation sont le premier symptôme majeur du choléra. À la vue de ce premier signe, des traitements d'urgence s'imposent pour sauver la vie. La durée d'incubation est de seulement 5 jours. Des explications fournies par le docteur Emmanuel Kizunda. Il est pédiatre au centre de médecine mixte d'Anémie SS. Il parle aussi des moyens préventifs. Il a été joint au téléphone par Diane Balakampondo. Le choléra, c'est une urgence médicale. Donc, si on ne prend pas en charge rapidement et correctement, la mort peut s'en suivre. Le danger du choléra, c'est qu'il entraîne une déshydratation sévère avec des troubles électrolytiques et métaboliques qui peuvent amener la mort. La durée d'incubation, c'est de quelques heures à 5 jours. Les selles sont aqueuses, c'est-à-dire de l'eau, et puis ils prennent un aspect de l'eau de riz. Nous n'avons pas beaucoup de fièvre, mais ce sont des crampes abdominales avec des vomissements. Et naturellement, de la diarrhée. Les mesures de prévention sont très importantes. Donc, par exemple, l'hygiène élémentaire, se laver correctement et régulièrement les mains, surtout après avoir été à sel. Consommer de l'eau potable. Éviter de consommer de l'eau dont l'origine est douteuse. De l'eau qu'on vend dans les rues, etc. Donc il faut faire vraiment très attention et éviter de manger aussi des crudités. Les fruits doivent être très bien lavés, et les légumes très bien lavés, et surtout les aliments doivent être bien cuits. Il faut bien cuire les aliments parce que la chaleur détruit le vibrio choléra. Alors il faut se protéger contre les mouches, les cancreux qui sont de potentiels vecteurs mécaniques de la maladie. Donc ils peuvent traîner sur les selles qui sont contaminées, apporter cela dans les aliments. Nous soulignons aussi l'importance de la promiscuité. Quand il y a beaucoup de population dans un périmètre petit, ça aussi c'est un facteur de transmission de la maladie. Il faut aussi ajouter l'assainissement de son environnement. Parce que dans des mesures collectives, pour les mesures collectives, ça concerne toute la population, l'assainissement de l'environnement est aussi très important. Il y a des centres qui sont désignés pour la prise en charge de cas de choléra. Il y a quelques centres, par exemple, au Kankokolo, dans le Pakadjouma, dans les zones de santé de Bandalungu à Kitambo, au Kanluka. On prend en charge des malades qui sont atteints de choléra.
Des solutions radicales pour enrayer la progression de cette épidémie est en train d'être réalisée en urgence sur le terrain. Avec le concours de la Régie des eaux, des camions citernes d'eau potable seront installés dans plusieurs coins, selon le ministre de la Santé. Pour Dr Roger Kamba, le Dr Roger Kamba appelle aussi la population à éviter l'automédication. Il était hier l'invité de notre journal de 22h avec Anita Luambachala. On écoute. Voilà un invité dans ce journal, Samuel Roger Kamba, il est ministre de la Santé, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Voilà, on vient de suivre tout à l'heure un reportage, j'aimerais avoir votre réaction. On accuse le ministère de la Santé publique de ne pas suffisamment sensibiliser la population par rapport à la résurgence du choléra. C'est ce que nous sommes en train de faire tous les jours, c'est sensibiliser, c'est expliquer, c'est donner les informations pour que la population soit au fait, soit au courant de cette maladie, aussi bien dans ce qu'elle est réellement, mais aussi dans son mode de transmission et dans les manières de se prévenir. Quelles sont ces manières qu'on doit prendre pour se prévenir de cette maladie? Et surtout, j'insiste beaucoup aussi sur un fait important qui n'a pas été dit dans votre reportage, c'est l'automédication, que les gens ne se soignent pas tout seuls. Je rappelle que cette maladie a deux symptômes, a deux signes majeurs. Le premier signe, c'est la diarrhée. Une diarrhée très très importante et qui peut arriver très vite. Le deuxième signe, ce sont des vomissements. Et je dis que quand vous avez ces deux signes-là, n'attendez pas. Ne cherchez pas à vous soigner seul. Courez vers le premier centre de soins. Pourquoi? Parce que cette diarrhée qui peut survenir quelques heures après avoir attrapé le microbe, eh bien, elle peut vous vider de toute votre eau en quelques heures. La lutte contre le choléra passe aussi par l'accès à l'eau potable et l'assainissement. Quelles mesures que le ministère de la Santé a déjà prises pour éradiquer justement cette épidémie dans les quartiers les plus exposés? Nous avons discuté avec les équipes de la Régie des eaux pour positionner là où c'est quasiment impossible d'avoir l'eau naturelle autrement, pour positionner des camions qui portent de l'eau. Et ça, c'est déjà négocié avec la Régie des eaux. Mais n'empêche, tout le monde doit pouvoir prendre soin de lui-même, c'est-à-dire savoir que si je bois de l'eau qui est sale, je prends le risque. Si je ne me lave pas les mains après avoir été aux toilettes, je prends des risques. Si je mange des aliments qui ne sont pas cuits parce que le microbe n'a pas été détruit, je prends les risques. Et c'est pour cela que nous sensibilisons les gens pour que chacun réagisse à son niveau. C'est vraiment une maladie communautaire. Et il y a tellement de communautés qu'on ne peut pas dire on va les positionner des camions d'eau partout. Il faut que chacun, à son niveau, réagisse correctement. Et c'est ça tout l'intérêt de l'éducation et de la sensibilisation que nous faisons. Un affrontement des tirs à balles réelles entre les jeunes inciviques a viré au drame le dimanche dernier dans la commune de Matete. Un enfant de 4 ans, Alexandra, c'est son nom, il a été touché par une balle perdue pendant son sommeil. La scène s'est produite plus précisément au quartier des Bonhommes. Hier lundi, la victime a été évacuée en urgence au centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo pour une intervention chirurgicale. Tous les soins sont pris en charge par le ministère de la Santé, comme nous dit Robert Ndeye Tshisense, qui a été témoin de cet événement sombre. Regardez. Nous sommes au quartier des Bonhommes, commune de Matete, dimanche 13 juillet 2025. C'est dans ce quartier qu'Alexandra, 4 ans, a été tragiquement atteinte par une balle perdue tirée d'une manière imprudente par des inciviques alors qu'Alexandra dormait paisiblement. La balle a traversé la toiture et terminé sa trajectoire sur son visage. Un incident qui a non seulement bouleversé sa vie, mais aussi celle de sa famille. Informé de la situation, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a dépêché son directeur de cabinet avec une équipe médicale pour évaluer la situation pour une prise en charge. Alexandra a des blessures graves, mais sa situation est stable. Sur instruction du ministre de la Santé, je suis venu voir la famille et voir quelle réponse y accorder. Et les dispositions ont été prises de sorte que l'enfant soit évacué au centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo de Lubumbashi pour une prise en charge adéquate. Le directeur de cabinet a écouté attentivement la famille et transmis les messages d'encouragement du ministre de la Santé publique avant de promettre une prise en charge. Ce lundi 14 juillet 2025, Alexandra a été transférée à l'hôpital Félix Tshisekedi à Lubumbashi pour une intervention chirurgicale pour retirer la balle
et traiter les domaines internes. Le choix de cet hôpital est dicté par le fait qu'il dispose d'une unité de soins intensifs pédiatriques essentielle pour garantir son rétablissement. Le vice-premier ministre en charge de la Défense a passé hier une grande partie de ses heures du travail sur le terrain. Guy Kabombo Mwadiamvita était tour à tour au commandement général des écoles militaires, à l'inspection générale de FARDC et aussi au centre supérieur militaire. Objectif, c'est rendre compte des conditions de travail. D'autres détails avec Sandra Nyangui-Tabou et je reste au fond. Mettant un accent particulier à la formation des militaires, gage d'une armée puissante, Maître Guy Kabombo Mwadiamvita a choisi la journée de ce lundi 14 juillet pour effectuer une visite au commandement général des écoles militaires ainsi qu'à l'inspection générale des FARDC. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, mise sur une formation de qualité pour les forces armées congolaises à tous les niveaux, depuis son avènement à la tête de ce ministère régalien. Au commandement général des écoles militaires, un exposé sur la situation générale des centres d'instruction et d'encadrement a été présenté par le commandant CEGEM. Les besoins étant la réhabilitation des différents centres d'instruction pour décongestionner les principaux centres, le commandant CEGEM a plaidé pour l'implantation des écoles de cadets en vue de susciter l'idéologie et le patriotisme des enfants pour servir dignement dans l'armée. Au groupement des écoles supérieures militaires, le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants a eu des échanges interactifs avec les concernés et a promis de décanter les préoccupations mineures dans les prochains jours. Pour ce qui est de préoccupations de fond, les procédures sont en cours pour les résoudre de manière générale. S'en est suivi la visite guidée des différentes écoles basées au centre supérieur militaire, notamment l'école militaire des langues, l'école de renseignement, l'école de guerre de Kinshasa, l'école d'informatique, l'école maternelle ainsi que le foyer social. Après sa visite au centre supérieur militaire, le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadiamvita, s'est rendu à l'inspectorat général des FARDC où un briefing sectoriel a été présenté, brossant succinctement le fonctionnement de l'inspection générale des FARDC. Le rôle principal de l'inspection générale des FARDC étant le contrôle des différentes structures de l'armée, Maître Guy Kabombo Mwadiamvita les a invités au contrôle strict conformément à leur plan d'action et à ne céder sous aucune intimidation. Rappelons par ailleurs que cette mission d'itinérance dans les différentes structures des FARDC permet au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de s'imprégner des réalités du terrain en vue de proposer des réformes plus adaptées pour rebâtir une armée plus puissante, vision chère au commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des milliers de miliciens viennent détourner les dos aux groupes armés dans la province du Tanganyika. 5000 ex-combattants issus du groupe Bakata Katanga et autres vont bientôt être démobilisés et réintégrer leur communauté. Une cartographie sur leur démobilisation et réinsertion sociale est encore en plein chantier. La cartographie est en train d'être élaborée par le coordonnateur du PDDRCS et une délégation de la 22e brigade de réaction rapide. D'autres détails dans ces reportages signés Peggy Mukunda. Bonne nouvelle pour la province de Tanganyika à travers les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Ces derniers procédera bientôt au processus de la démobilisation et de la réinsertion socio-économique de groupes armés dans cette partie du pays, à savoir Apa Napale, Bisha Bouké, Mutono et Bakata Katanga, ainsi que plusieurs sous-groupes contenant plus de 5000 combattants et leurs dépendants. Annonce faite au cours d'une séance de travail qu'a tenu le coordonnateur national du PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Ntangatita, avec une délégation de la 22e brigade de réaction rapide et de l'opération Usalama, ainsi que le point focal du PDDRCS de Tanganyika. Autour d'une même table pour actualiser la cartographie des groupes armés, harmoniser le vu sur la composition et la localisation des groupes armés actifs, puis planifier des activités du programme pour leur démobilisation et réinsertion socio-économique. Le coordonnateur national du PDDRCS et les responsables des FARDC ont salué les redditions volontaires enregistrées ces dernières semaines, signalant une adhésion croissante des combattants au processus du DDR.
Deux anciennes chefs de l'État africaines à la tête d'un panel de facilitateurs de l'Union africaine soutiennent l'accord de paix de Washington. Saleh Work et Samba Panza du Centrafrique ont dit hier à la première ministre. Judith Suminwa a par la suite reçu les membres du bureau de la foi de la Maison Blanche qui disent eux aussi soutenir spirituellement cet accord de paix. Chimendondre nous en parlait. Ce lundi 14 juillet 2025, la première ministre Judith Suminwa a reçu le panel de facilitateurs de la médiation africaine pour la paix en RDC, dirigé par deux anciennes chefs d'État, Sahle-Work Zewde de l'Éthiopie et Catherine Samba Panza de Centrafrique. Au cœur des échanges, l'urgence d'une paix durable dans l'Est, conformément aux directives du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Les médiatrices ont salué l'accord de paix signé le 27 juin à Washington, appelant la population congolaise à s'en saisir pleinement pour consolider cette avancée. Il était important pour nous, dans le cadre de la mission que l'Union africaine nous a confiée, de rencontrer les autorités pour avoir leurs perspectives sur les processus de paix qui ont eu lieu et en cours, et également de rencontrer par la suite les principaux acteurs de la crise congolaise et les populations pour voir ensemble ce qu'il était possible de faire pour consolider donc les divers accords de paix ou les initiatives de paix en cours. Les deux anciennes présidents ont aussi rendu hommage au leadership féminin en RDC, incarné par la première ministre Judith Suminwa, première femme à diriger l'exécutif congolais, symbole d'une nouvelle dynamique politique. Dans le même élan, la chef du gouvernement, Judith Suminwa, a reçu une délégation de pasteurs américains du bureau de la foi de la Maison Blanche, conduite par le pasteur Travis Johnson. Cette rencontre illustre l'originalité de la diplomatie congolaise qui mêle le dialogue politique et appui spirituel, renforçant le soutien international à l'accord de paix. Nous voulons vraiment que toute la RDC ait la paix et en tant que serviteurs de Dieu, nous voulons vraiment prier, nous rassurer que tous ceux de la RDC sur toute l'étendue du pays, que la paix règne et que l'œuvre de Dieu se fasse. Nous sommes très heureux de voir ce travail qui a été abattu grandement par le président Donald Trump pour établir ce traité de paix entre la RDC et le Rwanda, et nous nous tenons avec le peuple congolais pour nous assurer de l'exécution complète de ce traité. Ces partenariats entre politique et religion s'inscrit dans la stratégie nationale pour une paix durable, un engagement renouvelé par le gouvernement congolais qui mise sur toutes les voies, visibles et invisibles, pour guérir les blessures de la région de Grand Lac. Clôture de la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Paris, en France. Le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukoundé, qui a représenté la RDC à ses travaux, salue la détermination de ses homologues des différents pays pour l'adoption à l'unanimité de la résolution de la paix signée sur la résolution de la paix sur la situation sécuritaire en RDC et des soutiens de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. On écoute le président du Sénat. Avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi, à côté duquel, lui qui est le premier diplomate, le Parlement l'accompagne dans sa diplomatie. Nous sommes ici à Paris dans le cadre de la 50e assemblée parlementaire, session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ici, le Sénat, à côté de l'Assemblée nationale, est représenté par une forte délégation des sénateurs et de son administration. Nous avons débuté nos travaux comme cela avait été prévu et avec une rencontre particulière ici, au plus haut niveau, ça veut dire reçu par le président français, M. Emmanuel Macron, réception faite au président des assemblées et de parlement. C'était l'occasion de faire passer les messages de civilité de la République démocratique du Congo à la République française. Ensuite, nos travaux, proprement dit, ont commencé avec une forte participation d'abord dans les différentes commissions, avec les sénateurs qui m'accompagnent,
avec le soutien de l'administration sur les différentes thématiques qui avaient été discutées, notamment sur le volet politique, économique et social. Nous avons eu en marge de cette session l'occasion de signer le protocole d'accord avec le Sénat français. Je rappelle ici qu'à la suite de la visite que le Sénat avait effectuée ici même le 25 mars dernier, nous avons pris date de nous retrouver à l'occasion de cette session de l'APF pour signer ce protocole d'accord. Paris pris, Paris tenu. Et donc nous avons pu nous accorder et avoir la signature de cet accord avec une feuille de route précise, notamment sur le partage d'expériences, mais aussi la formation. Bien sûr, à toutes ces questions sont toujours associées les questions de coopération dans le cadre de la défense et de la sécurité, parce que ce sont les questions qui priment le plus pour le moment. Lors de nos travaux ici, qui avaient débuté le samedi, nous avons eu l'occasion de faire passer le message de la République démocratique du Congo sur l'attente de l'APF, particulièrement sur l'appui de la question sécuritaire que nous vivons à l'est de la République. La 3e édition du génie scientifique ouvre ses portes le mois prochain et les inscriptions des différents projets sont en cours pour les scientifiques, inventeurs, innovateurs qui veulent participer à ces forums scientifiques qui débutent déjà au mois d'août. L'appel a été lancé par le ministre de la Recherche scientifique au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. Regardez. Les couleurs s'annoncent pour le début du forum scientifique du génie congolais prévu au mois d'août prochain. Un appel a été lancé aux inventeurs et innovateurs pour réinventer l'RDC à venir à la 3e édition du génie scientifique. Appel lancé par le ministre de la Recherche scientifique, Gilbert Kabonda Kourenga. Vous les scientifiques, les chercheurs, les inventeurs, vous êtes bien entendu les artisans, vous êtes les acteurs de tout ce que nous allons faire tout au long de ces 3-4 semaines de présentation du génie scientifique congolais. À travers vous, j'invite tous les autres, je dis bien tous les autres Congolais, qui ont dans leur cerveau du génie pour réinventer, je dis bien réinventer notre Congo. À cette 3e édition, nous avons montré que la nation attend d'eux qu'ils s'inscrivent, qu'ils viennent montrer à la nation ce qu'ils ont prévu, ce qu'ils ont comme projet pour le construire plus beau qu'avant. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a décidé d'envoyer à Kinshasa un représentant de haut niveau pour un échange avec les génies congolais. Sans licence ni maîtrise, moins encore un doctorat, il est possible de traduire ces projets en formules scientifiques, biologiques ou physiques. C'est fini pour ce journal de 7h, mesdames et messieurs. Ce journal a été coordonné par Pati Tondouango, réalisé par Jonathan Moubalama, Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Alain Sodi, Jean-Guy Tsekar, Émile Zola. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30 avec Louisette Ntsakala. Moi, je vous retrouve très prochainement. Au revoir.